Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, révolution du monde du travail, comment les cadres doivent et peuvent s'adapter. On en parle avec Claudine Pierron, elle est docteure en sciences de l'éducation, elle est en charge de la pratique métier au sein de l'APEC et l'auteur d'un livre de l'employabilité à l'apprenance. Il est sorti aux éditeurs EMS, on en parle avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution pour découvrir aujourd'hui une entreprise. Elle embauche évidemment. Nous serons avec Hugues Pelletier, le PDG de Petrel, une entreprise tournée vers l'écologie. Le cercle RH, le bonheur au travail et en télétravail. On en parlera évidemment, mythe ou réalité. L'entreprise est-elle tenue au bonheur de ses collaborateurs? De quoi parlons-nous exactement lorsqu'on parle de bonheur? On en parlera avec mes invités dans le débat de Smart Job. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, les nouvelles attentes des candidats. On en parle avec Louis Coulon, cofondateur de Cleaver Connect. Voilà le programme, tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, et on parle aujourd'hui d'un sujet qui est au cœur de l'actualité RH, cette révolution du monde du travail et du télétravail, on en parlera peut-être, comment les cadres peuvent et doivent s'adapter. On en parle avec vous, Claudine Pierron. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et des sciences humaines, ce qui a fait naître le livre dont on va parler dans quelques instants. Et puis vous êtes aujourd'hui en charge des pratiques métiers au sein de l'APEC. Auparavant, vous étiez consultante et vous êtes aujourd'hui en charge des pratiques métiers. Ce livre de l'employabilité à l'apprenance, il est bien le fruit d'un travail de chercheuse, de doctorat qui a fait naître ce livre. C'est quoi l'idée? Parce que c'est quand même des mots. Alors évidemment, l'employabilité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup sur ce plateau, mais de l'employabilité à l'apprenance, c'est quoi ce passage? Et c'est quoi ce mot? Alors, déjà, l'apprenance, ce sont toutes les dispositions favorables à apprendre dans toutes sortes de contextes. Et pourquoi l'avoir mis en face de l'employabilité? Il s'est avéré que sur le terrain, puisque j'étais consultante et j'accompagnais des cadres dans leurs nouvelles hypothèses professionnelles ou transitions professionnelles, je me rendais compte qu'il y avait un rythme très accéléré sur l'apprentissage et surtout comment apprendre pour changer de métier ou continuer dans une activité professionnelle au sein d'une même organisation. Mais quelle est la différence entre l'employabilité? Ça, on l'a compris, aujourd'hui on en parle, on en débat d'ailleurs. L'idée, c'est l'employabilité, c'est-à-dire le fait que la personne reste formée tout au long de sa vie pour qu'on puisse l'employer dans les meilleures conditions. Ça, tout le monde a compris. Mais l'apprenance, c'est quoi? L'apprenance, c'est identifier qu'est-ce qui est possible d'apprendre, comment apprendre, mais aussi désapprendre pour mieux apprendre. Et c'est avéré que... C'est plus philosophique. Ah oui, c'est philosophique, mais en même temps très opérationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ça va très vite, que vous devez peut-être changer d'activité professionnelle. Donc il va falloir intégrer un certain nombre de connaissances. Mais alors comment explorer le numérique. Exactement, le numérique, qui justement accélère nos capacités cognitives. Et en même temps, ça redessine complètement la configuration de l'apprentissage en continu. La chercheuse que vous êtes et aujourd'hui en charge des pratiques métiers à l'APEC, comment elle rend concret ce concept? Comment elle réussit lorsqu'elle est confrontée à des situations de cadres, femmes et hommes? Comment vous réussissez à implémenter ce mot apprenance? Alors, justement, dans le cadre de comment je me redéfinis dans un projet professionnel plus adapté au regard de ce contexte économique très imprévisible, incertain, et en particulier face à cette pandémie, où le télétravail, mais également aussi des activités qui ont disparu, j'identifie dans quelle mesure je peux apprendre. Est-ce que j'ai la capacité d'apprendre? Parce que c'est ça aussi l'apprenance. C'est quel est mon désir d'apprendre, comment j'apprends et de quelle manière je vais pouvoir mettre en place une stratégie d'apprentissage. Mais est-ce qu'il y a une angoisse aujourd'hui chez les cadres? Parce que c'est vrai que, je dirais, les cadres de plus de 45 ans, on a eu ces débats sur les seniors qui nous dit-on, démarrent dès 45 ans. Est-ce qu'il y a une angoisse chez eux? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'à un moment donné, ils ne sont peut-être pas formés suffisamment et qu'ils vont devoir accélérer le rythme? Est-ce qu'il y a cette angoisse-là un peu existentielle finalement? Alors déjà, je vais vous dire, Arnaud, je ne suis pas trop d'accord sur le dire que c'est les seniors. Pour toutes les populations, toutes les populations aujourd'hui, ça va de 18 à 55 ans, 65 ans, va devoir travailler, mais en même temps apprendre. Donc je pense que là, c'est plutôt comment je vais apprendre, mais identifier aussi là où c'est porteur.
Comment je vais apprendre à explorer? Comment je vais être en capacité d'anticiper? Et c'est peut-être plutôt ça que là où on a peut-être des leviers, c'est notre capacité d'adaptation et d'anticipation. Et au regard de tout ça, c'est comment je vais organiser ma stratégie de recherche d'emploi ou de réorganisation ou de reconversion professionnelle. Alors, vous évoquez un concept, ce serait intéressant que vous le développiez, là je m'adresse à la chercheuse, le concept VUCA, c'est quoi? Ah oui, alors c'est un peu tout ce qui est imprévisible, dans un contexte imprévisible, fluctuant, c'est en même temps la complexité, parce que de plus en plus on est dans des environnements complexes, imprévisibles, et qui entraînent d'ailleurs des mutations permanentes. Donc ça veut dire que maintenant on est amené à identifier, repérer, explorer, et ensuite on peut vérifier de quelle manière je vais apprendre pour me permettre peut-être de rebondir professionnellement. Comment font les entreprises pour faire passer ce concept d'apprenance? Elles disent quoi à leurs collaborateurs? Qu'est-ce que disent les services RH à leur cadre? Vous devez, il faut, il y a des injonctions. Comment on fait pour finalement prendre conscience qu'il est nécessaire de se former tout au long de sa vie? Alors, dans ma recherche, on est plutôt sur un angle où c'est auto-apprenance. J'entends bien. Oui, on se prend en main soi-même, on prend son destin en main. On prend son destin en main, son devenir professionnel, auto-apprentissage, auto-régulation. Alors oui, ouvrons peut-être l'horizon des plans de formation, des plans de développement des compétences, où là on doit intégrer aussi ce type de formation qui est plutôt dans des situations professionnelles. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui y amènent. C'est l'analyse des situations professionnelles, donc c'est amener les gens à observer ou à rencontrer pour pouvoir justement élaborer de nouvelles connaissances et peut-être un nouveau métier. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces cadres-là? Vous êtes sur un plateau de télévision, vous avez fait une étude, une recherche approfondie. Ce livre leur est destiné, nous sommes d'accord? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Moi, mon conseil vraiment pragmatique, c'est identifier tout l'écosystème aujourd'hui des nouvelles technologies, des nouveaux métiers émergents, métiers porteurs, et puis se poser et regarder aujourd'hui un constat en fait, personnel sur ses compétences opérationnelles, ses connaissances, et dans quelle mesure aujourd'hui il y a peut-être des compétences transférables ou transposables. Et là, on peut identifier à travers justement ce travail, qu'est-ce que je dois apprendre et comment je vais apprendre. Dans votre étude, si je me trompe, il y a 196 cadres qui ont été hommes et femmes, 123 questions, donc c'est quand même très dense. C'est énorme. Et ils disent quand même, je cite un des éléments de votre livre, qu'ils ne pensent pas que leurs organisations contribuent au développement de leurs compétences. Alors, ça va exactement à l'inverse de ma question tout à l'heure, c'est pour ça que vous me disiez, mais il faut qu'ils se prennent en main. C'est qu'en fait, les organisations n'ont pas pris conscience de cela. Alors moi, je pense qu'elles ont pris conscience. Maintenant, mais elles n'arrivent pas à... Alors, il va falloir peut-être, vous savez, avec le temps, c'est qu'en même temps, c'est très accéléré. Alors, mais je pense que beaucoup d'organisations y pensent. D'ailleurs, on parle d'organisation apprenante maintenant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une population RH qui identifie au mieux comment développer au sein de l'organisation, peut-être des mobilités internes, des vies mon poste, également aussi peut-être des formations plus adaptées, peut-être travailler aussi avec des organismes où on pose un objet qui est peut-être aussi de développer l'employabilité de ses collaborateurs. Je pense que là, on a de plus en plus... Elle a une mission, l'entreprise, sur cette employabilité. Mais je pense qu'elle porte justement maintenant, et je pense que tout est en devenir. Et dans ce que je vous disais tout à l'heure, VUCA, c'est ça. Il y a une telle complexité, une telle imprévisibilité. Regardez, il y a 2 ans, est-ce qu'on aurait pensé se retrouver en télétravail permanent? D'ailleurs, regardez déjà même l'employabilité en télétravail. C'est 2 choses aussi à étudier peut-être après ma thèse. Employabilité et télétravail. Comment on continue d'apprendre tout en ayant ces réunions Teams, Zoom, on est Zoomiste, Teamiste, vous avez vu, et en même temps se construire peut-être des temps de pause pour pouvoir apprendre. Et c'est ça, toute la complexité aujourd'hui, c'est que, ça. Bien sûr, c'est continuer à être employable, rebondir, tout en apprenant, mais comment apprendre? Et comment apprendre avec le débat de comment je libère du temps sur un emploi du temps qui est souvent très chargé quand on est cadre. C'est pas simple. Sur les vacances, on demande à l'employeur de libérer du temps. Comment on fait là très concrètement? Alors, beaucoup ont envie d'apprendre une langue, de se former à l'informatique, à avancer, mais il n'y a pas de temps. Alors ça c'est vrai, mais même, en tout cas le télétravail a posé une chose aussi, c'est de trouver du temps, des espaces-temps en fait. Vous avez vu, ça peut être des journées continues, et d'ailleurs vous avez beaucoup en ce moment, on le voit,
des exercices ou même des podcasts qui vous apprennent justement à lâcher et à décélérer. Je pense que là, maintenant, pour les cadres, il va falloir décélérer et en même temps se trouver des temps de pause pour réfléchir. Ou peut-être aussi se donner des temps d'apprentissage. Voilà. Mais à nous d'adapter aussi notre rythme journalier en télétravail. Ouais, finalement, le conseil que vous nous donnez, ça rejoint certains conseils de philosophes ou de personnes, de coachs. C'est prenez un peu de recul sur ce que vous faites, observez, analysez, faites un pas de côté. Et là, vous pourrez diagnostiquer, puis ensuite apprendre. C'est un peu ça, la philosophie. Oui. C'est poser un diagnostic sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a plus envie d'utiliser. Ce qu'on veut jeter, ce qu'on veut garder. Voilà, ce que vous voulez conserver, abandonner. C'est un travail régulier, en tout cas vraiment de autorégulation permanente, où vous avez à travailler sur votre potentiel. C'est vrai qu'il faut du temps, mais il faut se laisser du temps pour justement construire cette apprenance. C'est presque une méthode venue de Chine. Il y a quelque chose de très, très asiatique dans cette espèce d'idée de ne pas être dans la rapidité absolue, de s'user, mais plutôt de regarder. Le pas de côté, j'aime beaucoup cette expression, c'est le pas de côté, c'est le prendre le temps de se dire j'ai une carrière, mais comment aujourd'hui l'optimiser, comment je m'adapte, comment j'anticipe. Et comment je la fais durer, si je peux me permettre. Exactement. Se maintenir dans l'emploi. Et en même temps, vous avez vu, il y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé d'une personne qui avait résumé mon livre. La capacité d'adaptation et d'anticipation sont les variables d'ajustement de l'employabilité. Merci Claudine Pierron. On va revoir votre livre justement de l'employabilité à l'apprenance édition EMS, qui est le fruit en fait de votre doctorat que vous avez évidemment enrichi et c'est devenu ce livre. Merci d'être venu nous rendre visite Claudine Pierron. Vous êtes en charge des pratiques métiers à l'APEC. Vous étiez auparavant consultante RH. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Merci beaucoup. Les entreprises s'engagent avec un jeune, une solution. Des entreprises qui embauchent évidemment. On en accueille une dans quelques instants après le jingle. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Vous savez, cette plateforme qui met en relation l'offre et la demande, en direction des jeunes d'ailleurs, mais pas seulement. Hugues Pelletier, merci de venir en direct sur notre plateau, PDG de Petrel. D'abord, Petrel, c'est quoi exactement? C'est une entreprise développement durable 4.0, 5.0, c'est quoi? Comment vous définiriez? C'est ni 4.0 ni 5.0, c'est un peu un retour au bon sens qu'on avait il y a 30 ou 40 ans pour se dire il y a beaucoup trop d'emballages à usage unique donc sur le marché, dans l'utilisation au quotidien. Et pourquoi on étouffe. Pourquoi ne pas revenir au réemploi des emballages et à la bonne vieille consigne? Et donc c'est finalement se dire sortons d'une approche trop linéaire pour organiser une circularité des emballages, donc trouver les bons emballages, pouvoir les rendre et pouvoir les réutiliser. Donc le cercle vertueux de l'emballage et pas un emballage qu'on retrouve dans la mer avec le cycle classique des déchets, du plastique et des poissons qui meurent. Vous l'avez créé en 2018, Petrel. Concrètement, le business, c'est comment? Ça marche comment là? Comment ça fonctionne? Concrètement, notre rôle, c'est d'aller voir des grands industriels, des grands distributeurs qui, eux, sont des metteurs en marché, qui vont produire des volumes très significatifs. Et on va travailler avec eux pour les accompagner, pour réfléchir quel type d'emballage il faudrait mettre sur le marché justement pour qu'il soit réutilisable. Et puis surtout, on crée la boucle de réemploi avec la commercialisation, la récupération, logique de retour, le lavage et la réutilisation. Et une fois que ça fonctionne, on a une plateforme digitale pour permettre de suivre au quotidien ces emballages et éventuellement la partie compensation financière qui est la consigne. Mais ça c'est important aussi parce qu'il y a toujours cet enjeu du donnant-donnant. On veut bien, mais il faut qu'on aille reposer ce déchet ou qu'on le conserve et qu'on le fasse vivre, évidemment. Quelques mots quand même sur le développement de votre entreprise. Alors, c'est l'idée du réemballage, du réemploi des emballages. Ça, c'est, je dirais, la structure. Vous travaillez déjà pour des grandes marques ? Exactement, oui, nous travaillons pour des grands industriels, également pour des grands distributeurs tels que Carrefour ou Métro, avec lesquels on a des programmes significatifs. Donc ça marche comment? Juste en quelques mots, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. D'accord. Je prends un sac chez Carrefour, plastique. Je donne un exemple, en effet, le sac en sac qui est utilisé dans le cas du e-commerce, d'accord, qui permet de faire la livraison à domicile. C'est ça. Ouais. Donc ces sacs-là, en fait, c'est marqué au fond, rendez-moi au livreur. Les livreurs en récupèrent des volumes très significatifs. Et nous, on les regroupe dans les entrepôts e-commerce de Carrefour et derrière, on les envoie chez des partenaires qui sont en fait des ateliers dans des centres pénitentiaires et ces sacs vont être contrôlés, nettoyés, repliés, comptabilisés avec notre solution
et ils retournent chez Carrefour pour être réutilisés à nouveau. D'accord ? Donc on est dans un cycle de réemploi. Au lieu que ces sacs soient détruits pour être partis au recyclage, ils sont réemployés. Hugues Petrel, on est d'accord, ce sont les sacs plastiques. Là, c'est des sacs plastiques, mais réutilisables. Réutilisables, donc c'est assez renforcé, assez renforcé, avec des poignées, avec un vrai usage. Et à nouveau, pour nous, la problématique n'est pas forcément le plastique, mais c'est sur l'usage unique. On se dit, parfois le plastique peut être un matériau intéressant dans la mesure où on l'utilise X fois et pour qu'à la fin, il parte lui-même au recyclage. Là, on est encore loin du compte. Je veux dire que vous avez une marge de développement colossale. Vous êtes ingénieur, me semble-t il. Exactement. C'est ça, vous avez un double cursus, ingénieur et HEC. Exactement, je suis un ingénieur de l'ECAM de Lyon et puis j'ai fait un MBA à HEC. Ouais. Donc voilà, un peu les deux côtés un peu techniques. La marge de développement est colossale. Et entre ce qui est détruit et ce qui est recyclé, enfin, je veux dire, ça représente quoi du marché, le recyclage ? Alors, en effet, on est allé complètement, je pense, au bout de cette histoire de l'usage unique. En France, on parle d'à peu près de 100 milliards d'emballages par an. D'accord ? Et il se trouve que la loi, en 2023, la loi demande qu'il y ait 5% d'emballages réutilisables. 5% de 100 milliards, c'est facile à calculer, c'est 5 milliards d'emballages. Et en 2027, ce sera 10 milliards. Et pour ça, et c'est très bien, il y a beaucoup de programmes de réemploi qui se font dans les petites boutiques, dans certaines villes, etc. C'est très bien. Mais en fait, pour que ça se transforme et qu'on passe justement à des volumes très significatifs, eh bien, le moyen, c'est de travailler avec de très grands acteurs qui font déjà des gros volumes et les aider à changer un peu leur mode de fonctionnement. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais les grandes entreprises qui fabriquent du plastique à base de pétrole, globalement, vous disent, mais nous, on n'a pas envie d'arrêter, on a très très envie de continuer à produire ces sacs. Mais vous savez, il y a de la résistance. Même si des lois sont passées pour passer au papier, ce qui n'est pas le cas partout d'ailleurs, pour être honnête. Il y a des résistances quand même sur ce modèle. Clairement, il y a de la résistance. Ça peut être en effet des metteurs en marché, des producteurs, parfois des gens aussi qui faisaient du marketing en disant je faisais mon marketing sur un emballage à usage unique et là c'est le même emballage qui va être peut-être standardisé aussi pour que ce soit plus partagé, qui sera moins à l'image de ma marque. Il y a de la résistance, mais il y a deux choses. C'est d'une part les consommateurs en ont ras-le-bol, n'en peuvent plus de ces emballages à usage unique, et d'autant plus la jeune génération, celle qui nous pousse à agir. Et puis d'autre part, l'État, le gouvernement, met un certain nombre de jalons. Donc c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Il n'y a pas longtemps. Exactement, j'imagine qu'elle est passée chez vous, mais également climat résilience. Et autour de ces deux lois, et puis peut-être aussi l'engagement de la France dans la Commission européenne, va faire aussi que ça, c'est pas uniquement au niveau français, mais au niveau européen, que les choses vont bouger. Hugues Pelletier, quand même sur votre société Petrel, les créations d'emplois, l'idée que vous puissiez le développer, parce que j'imagine, vous avez besoin de quoi dans votre entreprise en termes de main-d'œuvre, des ingénieurs, des gens qui font du marketing, des commerciaux qui vont pousser les portes. Vous avez besoin de quoi ? Oui. Alors il y a deux leviers, deux niveaux. Nous, on est une petite équipe de 6 personnes avec des ingénieurs très qualifiés, avec une grosse expérience, avec cette capacité à comprendre les process des grandes entreprises et d'accompagner leur transformation. Ingénieur, parce qu'il faut comprendre les molécules de plastique, il faut savoir comment c'est constitué. Oui, non, c'est un petit peu, mais c'est surtout bien connaître le mode de fonctionnement des entreprises, comment on distribue, comment on peut les circuits de distribution. Exactement, et comment on met en place la logique de retour, les systèmes de lavage, etc. Et ça, c'est vraiment des compétences qui sont très spécifiques. Et ensuite, c'est le fait de mettre en place ce type de programme, finalement, on va s'appuyer sur des activités très opérationnelles. Et ça qui est intéressant, parce que déjà, c'est pas délocalisable, d'accord ? Il faut que ce soit des boucles au niveau d'une région, et donc ça revienne. Oui, si le sac fait 10 000 km, ça sert à rien. Exactement, ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique. Donc il faut que ce soit au niveau d'une région, et donc on met en place ces programmes. Ça permet d'embaucher du monde et de prendre des personnes aussi très éloignées de l'emploi, parce que finalement, c'est des jobs très opérationnels. Donc je vous ai donné tout à l'heure les centres pénitentiaires. L'exemple des centres pénitentiaires. Donc ça, c'est l'insertion. On rentre dans un système d'insertion grâce avec ARES comme partenaire. À Lyon, on fait un programme avec une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Émergent, qui est un territoire zéro chômeur de longue durée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils intègrent, donc les gens vraiment éloignés de l'emploi intègrent ce programme et ils rentrent par ce premier job de pliage de sac qui est très opérationnel. Et pour se dire, voilà, dans quelques semaines, quelques mois, ils prendront quelque chose de plus technique et puis surtout après, ils sortiront de cette structure. Oui, c'est un levier, c'est un support. C'est un levier, de sortie de précarité. Exactement, mais ça permet de mettre du monde comme ça en activité. Hugues Pelletier, je vous ai vu réagir quand on lançait notre partenaire, puisque nous sommes partenaires d'un jeune, une solution, et c'est évidemment une initiative assez incroyable, j'allais dire simple, mais personne n'y avait pensé avant. Vous vous êtes appuyé sur la plateforme, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, ça c'est une idée assez magique d'avoir
permis de rencontrer l'offre et la demande, pour faire simple, parce qu'il y a beaucoup d'autres onglets, avec le service civique, avec des stages et plein de choses, du mentorat aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très positif, c'est très intéressant. Nous, on a pris une alternante au sein de l'équipe. Grâce à un jeune, une solution ? Ça nous a mis en connexion. On a finalement, mais ça fait déclencher des ça vous apports. A mis en relation. Oui, exactement. C'était un des points de départ, en effet, pour construire cette relation. Et donc, je pense que c'est important, en effet, de relier cette offre et cette demande, où finalement, tout le monde trouve son intérêt, et clairement côté entreprise également. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je le dis en conclusion, vous arrivez de Carrefour. Oui. Ça, c'est très intéressant, le parcours que vous faites. Vous auriez pu rester, monter les échelons. Vous étiez un ingénieur à double casquette, à la fois scientifique et dans le commerce. Qu'est-ce qui vous a fait franchir ce pas ? C'est quoi ? C'est un engagement écologique ? Alors, une prise de conscience ? Il y a clairement, hein, donc je travaillais pendant 14 ans chez Carrefour, 7 ans patron de DoShop, la filiale de courses en ligne. J'ai fait livrer, surtout par les équipes, à peu près 200 millions d'emballages à usage unique. Et c'est vrai que une de mes filles m'a un petit peu secoué. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer de l'intérieur. Quand on est à l'intérieur d'une entreprise, c'est plus dur de la changer que quand on la challenge à l'extérieur. C'est vrai qu'on est pris. Non, mais c'est vrai qu'en tant que patron de l'activité, on est pris par le temps, par l'activité, et c'est pas évident de sortir. D'où l'importance d'avoir des structures justement les plus petites, plus souples, qui font un effet de levier, un peu comme des catalyseurs de la transformation. Et je trouve que c'est vraiment intéressant justement de faire travailler en bonne coordination ces deux types d'activités. Et on lance des projets autour du vrac aussi, qui auront beaucoup de sens, beaucoup de pertinence, à la fois sur la partie environnementale, mais aussi sur le plan de l'emploi. Le vrac a un peu baissé. J'ai vu que les chiffres étaient moins bons, notamment dans la grande distribution. Je vous le confirmez, c'est vrai. Le Covid a un peu freiné le vrac. Exactement. Non, il y a un point d'attention, en effet, depuis quelques mois. Je pense qu'il faut mettre un peu de parenthèse. C'est compliqué, hein, cette période-là, etc. COVID, ouais. D'où l'importance, nous, on veut de l'emballage. Non, voilà. Non, justement, on a une approche aussi où on va apporter des stylos dans les magasins avec beaucoup plus de praticité, avec une meilleure aussi qualité, sécurité alimentaire, des grandes marques aussi. Et je pense que ça va redonner une dynamique au vrac. Question importante et rituelle dans cette rubrique. Vous embauchez ou pas ? On va sur l'onglet Petrel et on peut être recruté ? Oui, alors on embauche. Là, on était 5. Il y a une 6e personne qui nous rejoint dans quelques semaines. On sera sans doute une dizaine en fin d'année. Et puis surtout, on a aussi l'effet de levier parce que à travers notre activité, on permet de faire travailler des structures intermédiaires et entre autres des structures d'inclusion. C'est ça le fait de levier de Petrel. Les détenus dans les centres pénitentiaires qui travaillent pour Petrel pour faire passer ces sacs, les plier et les rendre intacts pour qu'ils restent dans le cycle. Merci d'être venu nous rendre visite, Luc Pelletier. C'était un vrai plaisir. Vous êtes le PDG de Petrel, 6, bientôt 10 salariés. Vous reviendrez nous parler de votre engagement quand les choses auront peut-être, l'entreprise aura grossi peut-être. Avec plaisir. On fait une courte pause, on va s'intéresser à un sujet. Je sais que ça vous passionne ce sujet, le bonheur au travail. Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette injonction ? Est-ce qu'il faut vraiment créer ce bonheur au travail ? De quoi parle-t-on quand on parle de bonheur ? On parle de qualité de vie, on parle de bien-être. On va faire le point avec mes invités. La tyrannie du bonheur. Vous vous rappelez de ce livre de Pascal Bruckner ? On reviendra évidemment sur ce titre et sur ce concept aussi avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien, merci d'être avec nous. On parle du bonheur, mais du bonheur au travail. Attention, ça rigole pas. On va essayer d'abord de diagnostiquer exactement la définition de ce mot bonheur, qui est souvent utilisé de plus en plus par les RH, par les dirigeants. Une forme d'injonction au bonheur. L'entreprise serait donc dans l'obligation de créer ce bonheur au travail. On parle de qualité de vie, on parle de bien-être. On va essayer évidemment de définir tout cela. Et puis on va essayer de savoir si c'est un vrai concept qui doit être porté par les entreprises. Parce qu'après tout, le bonheur est intérieur, il est très spirituel. On va faire le point évidemment avec mes invités qui vont tout m'expliquer, bonheur au travail et au télétravail, parce que ce sujet-là, évidemment, est posé et il est sur la table. Alexandre Josse est avec moi. Bonjour Alexandre, fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. Tout à fait. En un mot, c'est quoi la Fabrique Spinoza ? C'est le mouvement du bonheur citoyen. L'objet social, c'est de replacer le bonheur au cœur de notre société. On est en plein dedans. Exactement, comme un moyen d'éclairer, de donner l'inspiration et aussi d'innover. Et d'innover. On reviendra sur des études souvent étrangères qui font une corrélation entre quand je suis bien dans mes baskets, plutôt heureux, je ne mets pas le mot bonheur,
je produis bien et j'ai une bonne productivité. Julien Brezin est à ma gauche, directeur général de Great Place to Work. Great Place to Work, c'est quoi en quelques mots ? Alors nous, notre fonds d'activité, il est plutôt centré autour de l'analyse de la confiance qui peut exister dans les organisations. Donc on verra qu'on a peut-être un échange à avoir avec Alexandre sur la partie bonheur versus confiance. Voilà, donc vous voyez, on a commencé à glisser avant même de commencer le débat, passer du mot bonheur au mot confiance. Et Nathalie Willard est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coach for Haze. C'est quoi Coach for Haze ? Alors, c'est une start-up en fait, que j'ai créée en 2016. Moi, je suis orthoptiste, donc je suis sur la partie médicale. Et on développe des outils pour accompagner les RH en vue d'améliorer et de protéger les yeux de leurs collaborateurs. Les écrans. Voilà, les écrans, donc à la fois au bureau, mais aussi en télétravail, de plus en plus. Voilà. Donc ça, vous êtes, je dirais, un des éléments qui contribue à dire, ou en tout cas à faire dire aux collaborateurs, moi, je trouve que l'entreprise, elle s'est bien occupée de moi. Exactement. Voilà, et on travaille avec d'autres partenaires en fait, sur cette thématique-là. Qui vont au-delà de la fatigue visuelle, des problématiques visuelles, puisqu'on travaille avec Yes We Share qui développe des outils plus large spectre, donc à la fois santé mentale et santé physique. Oui, c'est pas que l'usure de lire des textes sur écran, c'est aussi des collaborateurs qui frôlent le burn-out, puisque là, on traite de ces questions-là aussi. Exactement. Rentrons dans le vif du sujet, définition, parce que moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet, d'ailleurs, où le débat vraiment existait. Certains évoquaient, et je l'ai cité, la tyrannie du bonheur de Bruckner, l'idée que finalement, on oblige l'entreprise à tout prix à faire rentrer le bonheur dans l'entreprise. Il faudrait impérativement être heureux en entreprise. Certains disent, mais non, enfin, écoutez, soyons sérieux. Le bonheur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que c'est le bon mot pour démarrer notre débat que d'utiliser le mot bonheur ? C'est le bon mot ? Pour moi, les mots doivent être plutôt des passerelles et des moyens de mobiliser que des murs ou des fossés. Donc nous, à la Fabrique Spinoza, on est à la fois attaché aux mots et prêt à utiliser celui qui est le plus conforme à... comment dire, vous l'assumez, ce mot ? On l'assume, mais certaines organisations n'ont pas ce mot-là dans leur ADN. Je pense qu'au fil du temps, pour moi, l'argument qui me semble le plus convaincant, c'est de dire... on reconnaît tout à fait la capacité de l'entreprise à rendre les gens malheureux. Personne ne dirait, non, ça c'est pas vrai, on se trompe de mots. Si on reconnaît cette capacité-là, est-ce qu'on pourrait ouvrir la possibilité qu'elle puisse rendre les gens heureux, ou tout du moins, pour affiner les termes, contribuer à les rendre heureux, ou encore plus précis, et après je laisse la parole à mes amis de plateau, créer les conditions qui favorisent le bonheur au travail. D'accord. Juste avant qu'on débatte, vous le rangez où le bonheur ? C'est de la RSE ? C'est un élément de la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise ? Je pense que c'est plutôt, ce sont des grands mots, mais c'est plutôt un paradigme. C'est-à-dire que pour examiner l'entreprise, on a des grands termes qui sont la performance, la responsabilité, la vision, la contribution. Le bonheur en est un. En utilisant ce prisme-là, vous pouvez contribuer à rendre le monde meilleur, affiner la mission de l'organisation, la rendre plus performante. C'est en cela qu'il a de la puissance. Comme tout objet, comme tout outil, il permet de colorer, travailler, réfléchir et transformer l'organisation. Vous êtes d'accord avec cette définition, Julien Brezin ? Alors nous, effectivement, moi là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut essayer d'équiper l'entreprise pour qu'elle suive son action. Que ce soit le bonheur, que ce soit la satisfaction au travail, que ce soit, à la limite, l'important c'est que l'entreprise elle se mette en mouvement positivement et qu'elle prenne conscience. Et c'est en ça que je rejoins ce que vous disiez à l'instant sur la partie RSE, c'est-à-dire l'entreprise elle a un impact sur ses collaborateurs, elle doit le mesurer et elle doit travailler cet impact pour qu'il soit le plus positif possible. Encore plus maintenant, avec des collaborateurs qui ont été atomisés, qu'on a perdu physiquement pour certains. Encore plus maintenant, parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que les collaborateurs et les collaboratrices ressentent, de les accompagner. Managérialement, c'est essentiel. Et on passe beaucoup de temps dans notre vie professionnelle, donc c'est essentiel que les collaborateurs et les collaboratrices puissent s'y épanouir. Qu'ils y trouvent le bonheur, c'est une question encore plus haute. Là, on est monté d'un cran, là, Macron. Voilà. Mais maintenant, nous, ce qu'on a chez Great Place to Work, c'est qu'on a beaucoup d'études sur la notion de confiance. Parce que c'est une donnée qui a été extrêmement étudiée. Il y a plus de 60 articles scientifiques de premier plan qui sont parus sur la méthode de Great Place to Work. Corrélation entre confiance et performance de l'organisation. C'est-à-dire, en gros, si les collaborateurs sont bien, ils vont
tout naturellement, mais ce que vous disiez à l'instant, ils vont être plus efficaces pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de l'injonction dont vous parliez tout à l'heure au bonheur, c'est aussi parce que c'est bien pour l'organisation, bien pour les organisations, de prendre soin de ses collaborateurs. Là, on est parti sur le prendre soin. D'ailleurs, on va basculer sur l'intelligence, parce que vous voyez, le prendre soin amène la santé du corps. Exactement. Et quand on parle de bonheur, on parle de la santé de l'âme, enfin, c'est-à-dire le bien-être de l'âme. Vous voyez, il y a quand même une petite nuance. Mais pas uniquement. Mais pas uniquement, non, mais j'étais sûr que vous alliez me le dire. Les deux sont liés. Mais là, on parle du corps. C'est un élément contributif au bien-être, pour ne pas dire au bonheur du collaborateur. Complètement. En fait, quand vous êtes dans un état de bonheur, vous allez sécréter un certain nombre d'hormones. Vous en avez entendu parler, des endorphines. Endomorphines, oui. Voilà, etc. Un certain nombre d'éléments qui c'est ce qu'on a quand on court aussi. Voilà, et qui vont rassurer, qui vont déstresser, qui vont motiver et qui vont du coup faire que le collaborateur va être plus performant en fait au travail. Donc c'est pas forcément une fin en soi, hein, ce que vous disiez tout à l'heure sur la partie bonheur. Est-ce que l'entreprise se doit de rendre les gens heureux ou ne pas les rendre malheureux? On retrouve un petit peu cette thématique-là en fait dans le cadre qu'on va apporter, mais c'est quand même un objectif finalement en soi pour l'entreprise, parce qu'on sait que quand il est heureux, il est forcément plus productif et plus efficace. Mais ils vous disent quoi, vous les appelez vos patients, enfin ceux que vous accompagnez avec le réseau dont vous avez parlé, ils vous disent quoi? Ils aspirent au bonheur ou ils aspirent à minima à être plutôt en bonne santé? Alors, ce qui est très différent. En fait, il y a effectivement deux éléments. Il y a à la fois la santé mentale et la santé physique. Et nous, on intervient en fait sur la santé physique, et notamment de plus en plus avec les problématiques en fait liées au télétravail et à la surexposition des écrans. Et le télétravail y a contribué. Hein. Fortement. Zoom. On est à 12 heures par jour aujourd'hui devant des écrans digitaux, donc c'est la moitié de la journée sur du digital. Donc forcément, ça a des conséquences en fait pathologiques au niveau de l'œil notamment, mais aussi au niveau de la santé mentale, au niveau de la confiance, au niveau du management, au niveau de la façon de prendre des responsabilités, etc. Donc tout ça a été un peu chamboulé avec la crise, mais il y a des effets quand même négatifs, enfin positifs en fait à cette crise-là. Alexandre Josse, juste quand même, dans l'évolution de l'entreprise, on a eu les usines, c'est-à-dire les ateliers, on allait au travail en pointant, on faisait ses 8 heures, on produisait, puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu le tertiaire, les cols blancs, les années 2000, où on commence à individualiser le parcours des salariés, puis on est entré dans l'ère du télétravail, où là, on se pose d'énormes questions sur comment les garder, comment les motiver, comment leur donner envie, parce qu'on est exactement dans cette phase-là, c'est comment leur redonner envie de pousser la porte de leur entreprise. Enfin, c'est une situation un peu inédite quand même. C'est comment je donne envie à un salarié d'aller au travail. Oui, c'est vrai. Il y a une étude qui a été produite par Lisman qui montre que les 90% dans les entreprises qui ont les bureaux les plus satisfaisants aux yeux de leurs collaborateurs, eh bien 90% des travailleurs ont envie de revenir au travail. Ah, vous dites travailleurs. Oui, pour varier collaborateurs travailleurs. Oui. Et inversement, dans les 10% des entreprises où les bureaux sont les moins bien notés, 90% des collaborateurs n'ont pas envie de revenir au travail. Donc, ce qui permet comme de dire au passage que l'espace de travail est devenu une composante majeure. Bon, j'ai apporté une étude, parce que je sais qu'on parlait peut-être de ce sujet, qu'on a produit il y a 2 ans, elle est libre sur notre site, Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur. Le lien avec notre sujet, c'est que... L'environnement dans lequel on travaille ou on vit a une incidence sur son bien-être. Pour marquer les esprits, il y a une figure qui s'appelle Emma, employée de bureau 2040. Elle a été produite en une statue de plâtre, et elle préfigure à quoi nous ressemblerons si on continue à travailler ainsi. Alors à quoi on va ressembler? Emma est bossue, elle a les yeux injectés de sang parce qu'elle est toujours devant un écran, le teint jaunâtre parce qu'elle n'a pas suffisamment de lumière naturelle, les jambes gonflées parce qu'elle est sédentaire, et ça fait toujours rigoler, mais elle a du poil au nez et aux oreilles parce que la qualité de l'air est mauvaise. Et ça fait pousser les poils. Et oui, de manière surprenante. Ah, écoutez, alors oui, d'accord. C'est ça. Et la conclusion de ça... Un mauvais air dans vos bureaux. Hein. L'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Ça, c'est chiffre à appui. Et donc, c'est un sacré personnage que vous lui décrivez là. Emma 2040, la conclusion de ça, de ce cabinet d'ergonomie anglais, la conclusion de ça, c'est si on ne change pas en profondeur les espaces où nous travaillons, eh bien, le travail nous rendra très, très malades. Et on commence à le voir avec une augmentation de 50% des troubles musculo-squelettiques en 2020-2021, avec 54% des Français qui déclarent des douleurs lombaires. Donc, dans la transformation
de l'entreprise, l'espace est devenu fondamental. Donc il y a quand même l'idée du paradigme d'aller vers le bonheur, parce que la description que nous fait Alexandre Jost est quand même une description, enfin je veux dire, très noire, très sombre, de ce qui peut attendre les collaborateurs. Donc en fait, il y a un vrai rapport de force, une vraie tension entre le risque que nous évoque Alexandre et ce désir de bonheur. Et c'est pour ça que moi j'aime cette signification autour de la confiance, parce que finalement la confiance, elle est dans la relation. La confiance, le bonheur, c'est moi. La confiance, elle est dans la relation créée entre la personne qu'on étudie et son environnement et son management. Alexandre, fort justement, vous parliez des bureaux. Évidemment, les bureaux, ils sont clés. Il faut donner des raisons aux collaborateurs de revenir. Mais les managers ou les managers sont absolument vitales aussi, puisque s'ils sont là dans les bureaux et qu'ils apportent une valeur ajoutée très concrète, parce qu'ils travaillent en confiance avec leurs équipes, alors là aussi, vous avez envie de revenir. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille du tout opposer confiance, bonheur, etc. Je pense qu'il faut chasser l'épanouissement, chercher l'épanouissement du collaborateur, parce que ça va tout simplement le rendre plus satisfait. Et derrière, ça me semble plus juste. Juste, peut-être pour rebasculer ensuite sur les débats très concrets, parce que j'ai vu que des managers créaient des réunions où il n'était pas question de travail ni de business, mais que c'était 1 heure par mois. Ça a été institutionnalisé dans plusieurs entreprises. Open talks. On peut discuter tranquillement, et beaucoup de collaborateurs disent ça m'agace, parce que globalement, tout ça ne sert à rien. Cette question du bonheur, Alexandre Jost, c'est pas un peu agaçant pour certains collaborateurs que finalement ils entendent leur manager, leur RH, leur répéter toujours cette espèce d'ancienne, alors qu'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, on leur dit mais libérez-vous, soyez authentiques, soyez comme vous-même. En fait, ils peuvent pas être comme... je veux dire, vous voyez, une espèce de paradoxe de salariés qui disent stop, quoi, on se moque de nous, là. Je ne partage pas cet avis. À la fois, je comprends que ce sujet puisse être violent pour certains, parce que quand ça va mal dans la vie, entendre des mots aussi... Ouais, exactement. Que le bonheur, tout d'un coup, ça peut provoquer une réaction qui est mais t'as vu comment c'est à la maison, l'école est fermée pour la 2e semaine. Donc à la fois, je comprends ça, et c'est en ça qu'il faut être empathique et non angélique. Et en même temps, je pense que s'il y a un point qui est incontestable, pour mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on a véritablement besoin de prendre soin des collaborateurs. Et aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour des raisons de performance. Ça, on avait besoin de montrer que le lien entre bonheur et performance, il y a quelques années. Aujourd'hui, on comprend que ce lien, il est incontestable, mais on comprend aussi qu'on a besoin d'être humaniste, parce que, pour rappel, il y a 1 an, 22,6%, à peu près, il y a 1 mois, il y a 1 an, des collaborateurs étaient en état de dépression, d'après Santé publique France. Donc aujourd'hui, par les bureaux, le management, la confiance, la gouvernance, l'entreprise, elle doit chercher à, désolé, le mot surprend un petit peu, mais à soigner ses collaborateurs, parce qu'on connaît tous des moments faibles en ce moment. Alors après, quel mot utiliser ? Moi, je trouve que le mot bonheur, il a le mérite de faire regarder loin et de s'interroger sur des notions complexes comme la joie, la satisfaction, le sens. Il regroupe tout ça. Et en cela, pour moi, il peut donner de l'énergie. Ça porte quand même beaucoup sur les épaules des managers et managers. Enfin, on voit bien que ces cadres intermédiaires qui ont des responsabilités importantes, s'ils sont eux-mêmes pas habités par cette conviction et qui sont finalement dans du corporate ou le pur business, vous ne réussissez pas à créer ce lien-là avec un collaborateur. C'est vrai. C'est très compliqué. Ça demande un vrai travail sur soi-même. D'après Sciences Po Executive Education, une enquête qu'ils ont réalisée, 96% des DRH considèrent que c'est au manager d'insuffler le sens dans le travail. Alors, le sens n'est qu'une des composantes de l'épanouissement au travail. Et pourtant, je trouve ça intéressant. Le manager, il est certainement tiraillé aujourd'hui. Il doit continuer à atteindre ses objectifs. Il doit apprendre des nouveaux modes de travail pour lui-même et pour ses équipes. Il doit soutenir émotionnellement ses collaborateurs. Et à la fin, ça lui fait beaucoup de sacs sur les épaules. Donc c'est certain qu'il est plus... Mais est-ce que ce n'est pas le top manager, les COMEX, et je donne la parole à Nathalie, mais Julien, vous avez, vous certifiez les entreprises, elles doivent répondre à un certain nombre de critères draconiens. Est-ce que ce n'est pas le COMEX, le top manager, qui doit faire redescendre tout cela? Alors avec ses propres mots, peut-être que ce n'est pas le bonheur, mais faire distiller finalement jusqu'au plus bas de l'entreprise, cette espèce de philosophie. C'est comme ça que vous le ressentez, vous, dans les groupes qui sont très, très en avance sur ces sujets? Alors dans les grands groupes, je dirais qu'il faut souvent... Cette injonction vient du top management,
On a vu avec la loi Pacte, avec des entreprises à mission, voire des grandes entreprises qui sont venues entreprises à mission, etc. Et je rejoins sur ce que vous disiez, Alexandre, sur la difficulté du management intermédiaire à gérer à la fois des attentes d'efficacité et d'efficience, et puis de l'autre côté, des attentes de développement humain. Et en fait, il faut équiper et suivre le management intermédiaire pour l'aider dans ce travail-là. Donc on individualise un peu plus le travail de management, c'est-à-dire qu'on individualise personne par personne. C'est vers ça qu'on va. Il faut l'aider, il faut lui laisser le temps qu'il ait du temps managérial, ce qu'on a rarement... Prendre le temps d'écouter l'autre. Il faut prendre le temps de chercher le bonheur, la satisfaction, la confiance, de construire ce que le manager doit construire avec son équipe. Et puis, il doit chercher à être un vecteur de sens, donner envie au quotidien. Parce que finalement, cet acteur de sens, il est soit à travers la mission de l'entreprise, mais tout le monde ne sauve pas des arbres, sauve pas la planète, etc. Et même quand vous êtes dans une entreprise, j'ai envie de dire, dont l'activité est purement économique et n'est pas en train de sauver la planète, le manager est un acteur de sens au quotidien. Le manager de proximité est un acteur de sens au quotidien. Vous en avez, les personnes que vous croisez dans votre start-up sont des managers, des gens qui ont des responsabilités aussi, et qui vous disent c'est lourd, quoi. On me demande beaucoup et je tiens pas, quoi. Après, on est effectivement sur une thématique aussi qui a du sens. Parce que notre objectif, c'est effectivement de pouvoir accompagner et transmettre en fait de faire en sorte que les salariés, les collaborateurs aillent mieux. Mais pour revenir en fait sur la notion de bonheur, je pense qu'effectivement c'est à la fois personnel, parce que votre bonheur en fait c'est pas forcément le même que... Non, on a chacun notre bonheur. Et que ça va au-delà, je pense, de la situation en entreprise, équilibre vie pro, vie perso, votre environnement de travail, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Après on parle de bonheur au travail. Bonheur au travail, effectivement. Alors, est-ce que c'est pas bien-être ou est-ce que c'est pas... Ah, voyez que vous me rejoignez sur ma ligne. Voyez que c'est pas... Mais enfin, tout à l'heure, Alexandre, pas pour le défendre, m'a dit, mais peut-être que ce mot, on l'utilise comme un paradigme. Hein, c'était votre définition. C'est ça, mais... C'est un objectif. Mais pour vous montrer que je suis vraiment sincère sur cette idée de concilier sur les mots, on a travaillé avec l'Institut Think et l'Institut de sondage Norstat sur un indice de QV2T, indice de qualité de vie au télétravail. Et donc, on s'est dit que ce mot serait peut-être plus fédérateur, moins inspirant, mais plus fédérateur, si vous voyez la nuance. Et cet indice, il va examiner les mots dont nous parlons ici, le management, la flexibilité. Et d'ailleurs, pour essayer de cerner des grands déterminants qui font qu'on se sent bien au travail, qu'on a parlé du corps, de la santé, de l'espace, du management, de la confiance. Il y en a un qui apparaît, c'est la flexibilité. Alors ça paraît évident, mais ce qui surprend dans la dernière vague de janvier 2022 maintenant, par rapport à il y a 2 mois, il y a une chute de l'indice de 58 points à 57 points, donc c'est pas neutre. Ensuite, un point, mais il y a une baisse de 7 points pour ceux qui télétravaillent fréquemment, donc beaucoup plus pour ceux qui télétravaillent. C'est vrai. Et les gens disent, on aimerait encore plus de flexibilité. C'est-à-dire que c'est intéressant. Les gens disent, pour nous sentir bien dans le travail, alors même qu'on a des temps recommandés par le gouvernement de télétravail à 3-4 jours par semaine, les gens ils sont entre 2/3 et 80% à dire, on aimerait une semaine de 4 jours. On aimerait une demi-journée où on fait exactement ce que l'on veut. C'est-à-dire on travaille ou on ne travaille pas. On aimerait des temps de déconnexion. Voilà, vous avez des CEO, des dirigeants qui vous disent, attendez, vous voyez, on se heurte à la fameuse entreprise du 20e. C'est pas open bar l'entreprise. Enfin, non, mais je suis un peu direct là. Bien sûr, mais c'est compliqué quand même. Oui, mais je suis pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout ça. Ouais, je suis en train de mais dire c'est les demandes en tout cas. Les demandes, alors même qu'on est déjà on a franchi des 3-4 caps de flexibilité en 2 ans de crise sanitaire, il y a encore un besoin accentué. Donc ça indique où sont les besoins, où sont les appétences. Et pour boucler avec votre propos du départ, pour faire revenir les gens au travail, on a besoin de ce cocktail de vision. Elon Musk, quand il fait un pitch sur la Tesla Model 3 de la Tesla, qui est le plus grand succès commercial jamais connu de l'industrie automobile en précommande, il passe 9% de son speech sur la vision. Parce qu'à un moment, il se dit, expliquer ce que c'est que cette voiture, comment elle marche, peut-être c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a vraiment voulu atteindre ? Qu'est-ce que je veux faire Donc, moi, j'ai l'impression que ces petits éléments-là, ils commencent à dessiner les inexorables du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une entreprise qui est sans flexibilité. On ne peut plus imaginer, il y a 2/3, d'après un article du Monde d'avant-hier, des jeunes qui exigent le sens dans leur employeur, alors même que le taux de chômage est plus bas, mais quand même,
Donc, on sent que petit à petit, moi j'entends des gens qui disent les entreprises du CAC 40 vont disparaître. On ne sait pas si ça prend 10 ou 20 ans, mais elles vont disparaître, à moins que, et la liste de à moins que, le salon... Qu'elles sachent prendre en charge, faire du care en fait, parce qu'il y a un peu cette idée comme ça du mélange de prendre soin de l'âme et du corps, parce qu'il y a de ça dans l'entreprise. Dans cette injonction au bonheur, il y a prendre soin de la santé de vos salariés, c'est une obligation juridique, mais ça va au-delà aujourd'hui. Alors ça va au-delà. Et moi, bien au-delà. Je rejoins vraiment sur ce que disait Alexandre sur la notion de flexibilité qu'on voit apparaître nous dans nos études de la même façon. Flexibilité hyper forte, à la fois... C'est une révolution. Hein. Une vraie révolution. J'ai envie de dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours pas de poésie, mais de théâtre, où il y avait les trois unités, unité de temps, unité de lieu. C'est la tragédie. Et voilà, la tragédie. Et bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La dernière unité, qui était l'unité de lieu de travail... Elle se dissout. Et bien elle s'est dissoute. Ben ouais. Et donc, on est face à l'explosion de cette triple unité. Et comment la recomposer? Donc, avec vraiment ce que vous disiez, le spectre de la mort des grandes entreprises. S'il n'y a plus de bâti, c'est quoi une entreprise? La transformation de l'entreprise, c'est certain. La mort, je serais plus humble. Plus prudent, oui. Non, parce que vous dites qu'il y a un risque comme ça. Oui, ces grosses structures mastodontiques, si elles ne prennent pas en charge le care, l'accompagnement, il y a un risque, Nathalie. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie des obligations de l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça, c'est juridique, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, en fait, de pouvoir donner des conditions favorables et qui permettent aux collaborateurs de travailler en fait sereinement et sans dégradation de sa santé. Juste, il nous reste très peu de temps, mais encore une fois, il y a un peu un débat politique qui est sous-jacent à cela. C'est-à-dire que l'entreprise veut à tout prix mon bonheur à ma place. Moi, j'ai pas envie qu'on me rende heureux à ma place. Enfin, je veux dire, je souhaite rester ce que je suis. Et beaucoup témoignent dans des articles spécialisés. Ils me disent, mais c'est un peu filou de la part de l'entreprise, finalement, parce qu'elle essaie de me faire produire un peu plus en me vendant comme ça du bonheur un peu emballé, prêt à consommer. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas un peu de ça aussi, de stratégie, un peu de contournement, quoi. C'est vrai. Avant, on obligeait les gens à pointer à 8 heures. Aujourd'hui, on leur dit, soyez heureux, vous verrez, ça se passera très bien. Il y a des critiques qui sont vraiment fondées. C'est-à-dire que l'injonction est émotionnelle, c'est épuisant, la nécessité du fun, c'est épuisant, le fait de cacher des rémunérations indécentes par de baby-foot, c'est indécent. Et malgré tout, moi je trouve intéressant de se dire, on est à une ère où on commence à cartographier les leviers, les pratiques, les approches qui font qu'on peut favoriser l'épanouissement des collaborateurs au travail. Et d'abord, et vous dites faisons-le alors. Voilà. Faisons-le, regardons, pensons solution, tout en ayant un petit mulot vigilant à la manipulation. Je suis pas dupe. Voilà. Attention, ouais. Et puis, vous savez, connaître l'intention de l'entreprise, c'est pas si facile que ça. Déjà, c'est qui l'entreprise? C'est les actionnaires, c'est les dirigeants, c'est mon manager, c'est la mission, c'est les statuts. Ça marche. Dans l'immédiat, si mon manager il déploie un éventail d'approches comme on le propose pour que l'individu aille mieux, c'est déjà bien. Déjà, c'est déjà pas mal. Vous êtes d'accord avec ça? 100% d'accord, mais c'est pour ça que moi... On va vers ça de toute façon, d'une manière inéluctable. C'est la RSE au sens large, le plus large possible, la responsabilité la plus élargie possible de l'entreprise. Et il faut l'aider parce que l'entreprise, elle est aujourd'hui très équipée en termes d'outils pour comprendre son impact financier. Elle commence à s'équiper pour comprendre son impact environnemental. Il faut l'équiper pour qu'elle comprenne sur ce qu'elle fait sur les hommes. Et le care, Nathalie Willard, parce que c'est le soin du corps ça et de l'âme. Ça reste effectivement des démarches bienveillantes en fait à la base, même si elles peuvent être pourvoyées par certains. Malgré tout, elles sont là pour faire du bien. Pour faire évoluer les choses et pour aller vers une flexibilité. Écoutez, je ne pourrais pas dire que j'ai ressenti du bonheur sur ce plateau, mais enfin en tout cas de la joie de partager ce débat avec vous. Une sorte de marche inéluctable, en tout cas c'est la définition d'Alexandre Jost, et je crois qu'elle est partagée par Julien Brézin, c'est un peu la marche de l'histoire, quoi. C'est un peu l'histoire du XXIe siècle, hein, de l'entreprise, ce débat du bien-être. Ouais, n'oublions pas les centaines de milliers de collaborateurs qui ne sont pas concernés par l'échange qu'on a eu, dont les jobs ne sont pas télétravaillables. Non, 60-40. Et
Merci. dont le niveau de complexité est difficile, de job est difficile, et sur lequel les entreprises doivent absolument continuer à travailler. Fondamental. Les emplois postés. Et puis pour maintenir une cohésion d'entreprise. C'est vrai. C'est un énorme défi quand vous êtes à la tête d'une organisation dont la moitié des collaborateurs ne sont pas télétravaillables, entre guillemets, excusez-moi. Et voit une partie des cols blancs partir 3 jours à La Rochelle. Ça, c'est tout à fait exact. Il faut absolument faire... Je crois qu'on n'a en pas... termes d'inclusion, il faut vraiment faire très attention à sortir de nos visions un peu trop col blanc et de rester aussi très proche du terrain. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré d'ailleurs cet impact dans l'entreprise, parce que s'il faut un petit peu de temps et du recul, mais entre ceux qui restent postés et qui tous les matins vont au travail, et puis voyant les bureaux vides, parce que tout le monde est parti ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Allez le voir en ligne, l'indice de qualité de vie au télétravail, on mesure cette différence, les oubliés du télétravail qui sont clairement moins heureux. C'était un éclairage nécessaire avant de nous quitter, parce que c'est 60% non télétravaillables et 40% télétravaillables, donc il y a quand même une grande majorité de salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Merci Nathalie Willard d'être venue sur notre plateau, fondatrice de Coach for Eyes. Vous faites du care, puisque vous avez un titre anglais, notamment sur le soin des yeux. Merci Alexandre Jost avec ce document. Allez sur le site de la fabrique Spinoza, fondateur et délégué général de cette fabrique, et Julien Brézin. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, directeur général de Great Place to Work, une marque qu'on ne présente plus, qui en fait travaille sur la qualité de vie avec des questionnaires et des certifications. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, et vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysé du sujet dont on vient de parler. Fenêtre sur l'emploi, on parlait du bonheur, du bien-être au travail, et puis aussi la difficulté de trouver un emploi. Chaussure à son pied, c'est pas faute d'emploi, mais parfois ça colle pas. Et on en parle avec Louis Coulon, cofondateur de Clever Connect. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a de nouvelles attentes, on vient de l'entendre dans le débat, il y a de nouvelles attentes de la nouvelle génération. Clever Connect, c'est quoi? C'est prendre en charge l'intégralité du processus de recrutement? Oui, exactement. Clever Connect est un éditeur de solutions français, à peu près 200 collaborateurs aujourd'hui. Donc, on est rentré en phase d'hypercroissance depuis une année maintenant. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accompagne les recruteurs à trouver les meilleurs candidats, et ce, sur l'ensemble du parcours de candidature, qu'on résume, nous, en 3 grandes étapes. 1, attirer des candidats, s'assurer qu'il y ait des personnes qui rentrent entre guillemets dans le processus, qui a envie de me rejoindre en tant qu'entreprise. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, et donc ça, on pourra sûrement en parler. C'est notre site, notre job board, meteojob.com, qui fait ce service-là. Ensuite, la deuxième étape d'un parcours, c'est la conversion, s'assurer que ces personnes qui sont rentrées, en fait, elles se transforment bien en candidature effective. On a une offre géniale, très récente, qui s'appelle le site Carrière Intelligent, qui sert à faire ça, à beaucoup mieux convertir les candidats. Et enfin, une fois qu'on a des candidatures, il faut quand même les évaluer, à la fois sur les soft skills, les hard skills. Je ne doute pas qu'on en parle souvent sur ce plateau. Énormément. Beaucoup plus de soft skills, d'ailleurs, finalement. Et il faut bien évaluer les deux, et donc on propose des solutions sur les deux pour finalement avoir la meilleure shortlist et faire gagner beaucoup de temps aux recruteurs. Et donc, c'est du gain de temps, parce qu'il faut le dire, il y a quand même de l'humain, il y a la patte humaine, mais ça permet quand même de mieux sélectionner, de mieux trier. Puis avoir plus de profils qualifiés. Donc, si on a plus de profils qualifiés, on a plus de chances de faire le bon recrutement également. Alors, vous avez mené une enquête passionnante sur 1313 candidats. Oui. Donc, je pense que vous les avez sélectionnés, enfin, sur Météo Job. Exactement. Ouais, c'était un vivier intéressant. Alors là, il ressort des choses intéressantes, parce que c'est le titre d'ailleurs de cette rubrique, c'est les nouvelles attentes des candidats. On l'a vu tout à l'heure, Alexandre Jost, qui listait en fait toute cette demande. Le télétravail. En 1, il n'y a pas photo. Il y a une demande de télétravail. Oui, mais vous le disiez sur l'interview précédente, d'ailleurs, c'est vrai, c'est un critère clé pour 56% des candidats, mais seulement 48% d'entre eux, ils sont éligibles. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, la majorité des métiers restent encore des métiers où on ne peut pas télétravailler, donc c'est un non-sujet, entre guillemets, pour ces métiers-là. Donc en fait, on en parle énormément, mais ça ne touche qu'un peu moins de la moitié des salariés, c'est 40%. Ça ne touche qu'une partie des candidats, et donc des métiers. Et c'est un critère qui est clé, mais ce n'est pas le premier critère. Le premier critère qui ressort, malgré tout, c'est la localisation. Oui, les candidats, premier item. C'est pour 60% des candidats, c'est la localisation. Je veux un travail qui ne soit pas trop éloigné de mon domicile. D'ailleurs, quand on va plus loin, c'est 78% des candidats qui ne veulent pas faire plus d'1 heure de trajet quotidien aller-retour. Et le salaire, si j'ai bien compris, n'arrive qu'en 3e position. Exactement. Et il perd même des places. Il descend. Oui, il descend, exactement. Donc on voit là encore une fois qu'il corrobore finalement cette espèce de philosophie de vie. C'est le bien-être, c'est le lieu et les transports qui usent les collaborateurs, bien avant le salaire.
Exactement, c'est le bien-être, l'équilibre perso-pro. Soit je peux éviter de faire des longs déplacements pour finalement gagner un petit peu de temps personnel, soit je peux aussi faire du télétravail. D'ailleurs, le consensus semble être aux alentours de 2 à 3 jours de télétravail par semaine. On voit aussi qu'il y a peu de gens finalement qui veulent du full remote, comme on dit, du télétravail 5 jours sur 5. Donc voilà. L'expérience candidat, ça c'est important parce que c'est le cœur de votre métier. Là aussi, dans l'étude, il y a des choses intéressantes. 71% des candidats disent avoir été déçus au moins une fois par leur expérience de candidature. Ça veut dire quoi être déçu par son expérience? C'est-à-dire qu'on n'a pas été pris, on l'a envoyé mais il n'y a pas eu de suite, c'est souvent ça, on n'a pas de réponse? Le recrutement est évidemment un petit peu traite là-dessus puisque évidemment c'est un jeu qui n'est pas à somme nulle. Finalement, on n'a pas toujours la chance de gagner, d'avoir le poste. Ouais. Donc non, en l'occurrence, sur ces 71% de répondants, les 2 premières raisons clés qui ressortent, la première c'est le délai. Donc c'est les candidats, c'est plus de 80% des candidats qui ne veulent pas plus de 3 semaines. C'est vraiment 3 semaines, c'est un peu la limite. Maximum. Hein. Voilà, c'est le maximum entre le moment où je postule et le moment où on me fait un retour. Et sinon, c'est l'absence de retour, tout simplement. J'ai candidaté, on ne m'a pas répondu. Ça veut pas dire que j'ai été sélectionné, pas sélectionné, j'ai juste pas eu de réponse. Donc on est plutôt aux alentours de, je dirais, sur les thématiques de respect finalement. Faire en sorte qu'il y ait de la réactivité, faire en sorte qu'on ait au moins une réponse. C'est plutôt le respect qu'attendent les candidats dans leur processus. C'est évident. Il y a quand même un degré d'exigence, vous qui avez une vue panoramique à travers l'ensemble des structures de Clever Connect, il y a quand même une exigence des salariés qui cherchent un job. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus exigeants. Oui, ils ont la main, là, ils ont pris la main. Je pense qu'ils ont clairement pris la main, donc on a un peu d'expérience, comme vous le dites, en effet, puisqu'on accompagne à peu près 10 millions de candidats par an par nos différentes solutions tout au long du parcours. Et en effet, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on est passé, pendant la période de Covid, par un marché, je dirais, de recruteurs. Hein. Il y avait moins de postes à pourvoir, donc plus de candidats qui, entre guillemets, se bousculaient à la porte. Et donc, j'avais un peu l'embarras du choix. Post-Covid, entre guillemets, on est encore dedans, mais l'activité a bien repris. Maintenant, tous les projets de recrutement ont repris. L'ensemble des entreprises ont des postes à pourvoir. Et là, maintenant, c'est plutôt la pénurie, c'est la catastrophe. Et donc, les candidats ont un peu plus de pouvoir de négociation, je dirais, dans l'équilibre. Et en effet, les exigences ont un petit peu changé. Je dirais que ce n'est pas très étonnant. Hein. Les candidats sont des consommateurs, tout simplement, comme vous et moi. Oui, on est habitué, de plus en plus. On est habitué à des sites e-commerce où on arrive, on trouve son produit en quelques clics, on l'achète en un clic et on peut même savoir où on en est dans sa livraison en quelques clics aussi. Donc, c'est la même chose qu'attendent les candidats, ni plus ni moins. Ouais, Louis, en fait, vous nous dites en creux, Clever Connect accompagne et modernise parce que peut-être que le secteur du recrutement a besoin d'être un peu modernisé, numérisé pour accélérer le processus. Ouais. C'est ça que vous dites? C'est ça que je dis exactement. La démarche a démarré il y a quelques années. Oui, ça a démarré, ouais. Les recruteurs et les RH au sens large ont toujours été un peu considérés comme les parents pauvres de la numérisation, de la digitalisation. Je pense qu'on n'en est plus là. Ouais, on était encore dans les fiches Bristol qu'on mettait dans les petites boîtes. Dans les piles de CV papier. On n'en est plus là, je pense. Ça a réellement démarré et il y a une vraie prise de conscience au niveau des recruteurs et des RH au sens large. Maintenant, c'est plutôt les standards, leurs outils en place qui ne sont pas au niveau des standards de ce que connaissent les consommateurs candidats dans leur quotidien. Merci Louis Coulon d'être venu nous rendre visite. Le marché de 2022, il est porteur ou pas? Parce qu'il y a de la pénurie. Il est très porteur pour nous, évidemment, puisque tous les recruteurs s'arrachent en ce moment les cheveux en disant comment je vais recruter. C'est d'ailleurs très intéressant, si j'ai le temps d'en parler. Il y a une vraie tendance actuellement à la pénurie qui est partie pour durer jusqu'en 2030. On voit qu'il va nous manquer plus de 10 millions de profils en Europe de main-d'œuvre sur différents métiers. Donc c'est une tendance démographique lourde. En plus de ça, de plus en plus de turnover. 38% des salariés envisagent de quitter leur job en 2022. Donc le problème ne fait que s'aggraver et donc il faut trouver des solutions par la diversité, par l'ouverture à moins d'expérience. Il y a plein de solutions pour y arriver. Merci Louis Coulon. Vous êtes l'un des cofondateurs de Clever Connect. Vous y tenez beaucoup. Clever, hein, je l'ai bien dit, avec notamment Météo Job, entre autres, et Visio Talent. Merci de nous avoir rendu visite pour faire un panorama de la situation du recrutement et du marché de l'emploi. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Merci à Hector à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Merci à Fanny Griesmer et à Pauline Gratel qui était aujourd'hui exceptionnellement avec nous. Merci à vous, merci de votre fidélité pour tous les messages évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt, bye bye.